Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 11 mai 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous avez dit à votre mère que vous l'aimez parce que c'était une journée très spéciale. Mesdames et messieurs, on est maintenant à la deuxième ronde des séries éliminatoires, autant dans le baseball, autant dans le basketball que dans le hockey de la LNH. Ça commence déjà bien, une belle bourde en début d'émission. Mais bref, pour en parler de tout ça et autres, bien sûr, on est toujours accompagné, comme à l'habitude, de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Les gars, comment allez-vous? Sûrement meilleur que Léon XIV. Sûrement moins pire que Léon XIV. Je suis sûr qu'il va bien. Parce que c'est un fan des White Sox? Oh, ça reste à débattre de ce côté-là. mais quand même, c'était quand même cool de voir cette semaine les images passer sur les médias sociaux. Je pense que c'est Craig Biggio au bâton à la série mondiale 2005. Ah, je sais plus qui frappe. Je sais pas qui frappe, mais ouais, je l'ai vu. Ouais. On voit, genre, il y a un plein shot du nouveau pad qui était dans les stands pendant la série mondiale. C'était-tu 2005 ou 2006? 2005? 2005. 2005, hein, qui ont gagné. Fait que non, ça, c'était bien cool. Mais moi, je fais juste dire, si les Bears de Chicago ne gagnent pas le Super Bowl, il n'y a rien à faire. Même la plus haute bénédiction possible du monde catholique ne peut aider les Bears. Félix, toi, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va comme un gars que c'est Timberwolves continue de bien aller en série. Bon, malheureusement, un peu aux dépens de Steph Curry. On va en parler un petit peu plus tard dans le show, mais j'en doute pas. Mais écoute, les Timberwolves sont encore là. Le Canadien n'est plus là, mais les Timberwolves sont là. Fait que ça me donne un petit quelque chose vers quoi me tourner. Quand même cool, écoute. Pour une fois qu'il n'y a plus d'école, qu'il n'y a plus rien, qu'on peut vraiment écouter ça, profiter de ces séries-là. Je pense que c'est la première année que je peux vraiment en profiter. Fait que je trouve ça quand même cool de ne pas avoir à penser à l'école pendant ce temps-là. Là. C'est vraiment le fun comme feeling, ça. Puis tu n'as surtout pas à te soucier du fait que tu vas peut-être être en Europe pendant une finale ou une autre. Là. Effectivement. J'ai pas besoin d'avoir peur d'être à quelque part en Italie pendant que les Timberwolves jouent en finale de NBA. En regardant à 3h du matin. Pour avoir fait ça, parce que moi, j'étais en Italie quand c'est les Raptors qui ont gagné le championnat. Donc, je comprends. Ah, ouais. J'ai regardé le match 1 chez des amis ici. Puis les matchs 2, 3, 4, 5 et 6, je les ai tous regardés à la maison. Je peux vous dire que le match 5, j'ai regretté d'être resté debout si tard. C'était le fameux match que Kawhi Leonard a eu comme 10 points consécutifs en 30 secondes et Nick Nurse avait collé un time-out. Comment ils ont perdu? Malade. C'était pas Jean-Carl Laurie avait la chance de clinch le championnat sur un buzzer beater à la fin, ça? Ouais, mais il s'était fait bloquer. Ben, le ballon avait dévié un peu sur le doigt, le bout du doigt à Draymond Green. Fait que là, si je récapitule bien, Mio est allé en Italie, les Raptors ont gagné. Félix est allé en Italie, le CH a repêché Ivan Demidov. Pas Van Italie, puis juste Van Italie l'année prochaine. En juillet, je pense savoir aller où en vacances. Si non, tu mais vas, vas-y, tu vas en Italie, là. Ouais, mais je suis comme, sinon, si tu y vas là, peut-être que quelque chose va faire en sorte que Caleb Desnoyers va glisser au 16e choix. À part s'il fait une Laramie Thompson, ça n'arrivera pas, là. Ça m'étonnerait bien gros. Ouais. Ça m'étonnerait bien gros. D'ici là, mesdames et messieurs, on a quand même des petites séries éliminatoires à jaser. Comment trouvez-vous cette deuxième ronde, vite, avant qu'on décortique tout ça? Moi, j'avais tellement peur parce que je voyais les premiers matchs de chacune des séries, puis j'étais genre, holy shit, les 4 teams que je souhaite pas qui avancent en finale de conférence mènent 1-0, puis là, j'avais peur, puis je me disais, bon, ben, ça y est, après une bonne première ronde, ça va être encore genre des esprits de finale de conférence poche, où je vais devoir faire du hate washing tout le long jusqu'à ce que, genre, quelqu'un gagne à la finale comme cette année, puis en espérant que ce soit le moins épais de la gang. Mais finalement, non. C'est pas si pire. Est-ce que vous avez été surpris de voir les Maple Leafs gagner les 2 premiers matchs, considérant
la force que sont les Panthers à l'extérieur. Quand même, ouais. Quand même. Tu sais, moi, je l'avais dit. Mais en fait, c'est pas une surprise considérant que j'ai dit la semaine passée que je pensais que les Maple Leafs venaient de s'acheter un billet pour se faire balayer en 4. Fait que de les voir gagner 2 matchs, ça fait. Ouais, merci, Pop, de ramener les preuves visuelles de tout ça. Toujours un vrai bonheur de. Tu sais, mais écoute, respect aux Maple Leafs de m'avoir mis ça en face. Man, j'ai pas vraiment apprécié ce début de semaine-là. Ça m'a fait mal paraître. Je pense qu'on a publié ça à 7h30 lundi soir, puis je pense 3 heures après, les Maple Leafs avaient gagné le premier match de la série. Ça m'apprendra à douter des Maple Leafs. Tu sais, douter des Maple Leafs en série, c'est un pari assez sûr habituellement, mais tu vois, moi, je me suis fait avoir. Écoute, Félix, c'était tellement assuré comme pari que même Pop peut prédire ça correctement. Là. Ouais, mais pas cette année. Quoique là, les 2 derniers matchs, ça se complique un petit peu pour Toronto. Anthony Stolarz, on commence à s'ennuyer d'Anthony Stolarz et surtout, va falloir qu'Austin Matthews se rappelle qu'il est payé pour marquer des buts. En ce moment, Austin Matthews a 3 buts. C'est 3 buts à ses 20 derniers matchs. Félix, je vais faire un peu l'avocat du diable, puis Pop, tu rebondiras avec moi là-dessus, mais je suis désolé, mais Joseph Woll, dans ce deuxième match-là, est l'une des raisons pour laquelle les Maple Leafs avaient encore une chance de gagner. Et jusqu'aux dernières minutes de la troisième période, les gars, c'était 1-0. Les Leafs qui avaient peut-être 12-13 tirs contre, je pense, une trentaine déjà des Panthers à ce point-là du match. Là. Puis même à ça, même le match numéro 3, où Joseph Woll a eu le premier départ, il y a genre 3 goals, genre c'est des défenseurs qui l'ont mis dans son net. Puis je pense que le but gagnant qui a mal paru, on dirait que je pense que ça a dévié sur Jonas Gachigovic à la toute fin, là, juste pour dire que ça touche un peu. Peut-être là, on aurait mis un arrêt, mais même à ça, genre Joseph Woll a livré la marchandise, pareil dans le match numéro 3, mais dans un effort perdant. Mais, tu sais, Félix, si tu regardes le numéro 34, je ne vais pas dire qu'on est inquiet pour 2 choses. De 1, Austin Matthews, même s'il ne contribue pas pour mettre la puck dans le net comme il fait, il est capable de faire autre chose. Ceci étant dit, puis je me dis en même temps, il essaye, il a des chances. Tu sais, c'est pas comme Patrick Laine ou Jean Joel Armia qui font quasiment exprès de ne plus tirer parce qu'ils ont des blessures ou ils ont juste mal à la confiance. Il essaye, c'est juste que ça ne rentre pas. Ouais. Mais par contre, si tu es payé presque 14 millions et tu es le meilleur joueur payé de la Ligue nationale, tu ne peux pas être payé 14 millions puis être un glorified Philippe Danault. Là. Ouais. C'est un petit effort d'avoir marqué 70 buts l'année passée. Là. Puis là, c'est 3 en 20 matchs de série. Je veux dire, tu l'as dit, Pop, il joue de l'excellent jeu défensif. Mais aussi, tu l'as dit, là, le gars joue de l'excellent jeu défensif en ce moment. Puis je pense qu'on peut rien y enlever. C'est des missions défensives difficiles qu'on lui donne à ce gars-là. Puis il s'en acquitte super bien. Mais à un moment donné, tu es Austin Matthews. Cette équipe-là passe par toi. Tu es le meilleur joueur des Maple Leafs. Ta job, c'est de marquer les buts. Tu sais, en santé, Austin Matthews est peut-être le meilleur marqueur de toute la LNH. Et en ce moment, on voit vraiment pas ça, Austin Matthews-là. Ça va le prendre, c'était Maple Leafs essayer de gagner ce 2-3-là. Maintenant, c'est rendu un 2-3. La bonne nouvelle pour Toronto, on a encore l'avantage de la glace. Puis Joseph Woll, un peu moins en amour avec sa performance que vous deux. Puis je pense aussi que ça fait peut-être mal à la confiance de l'équipe. On avait Stolarz derrière nous en qui on avait confiance. Puis là, de voir Stolarz se blesser, quand ton deuxième gardien embarque, ça change un peu la donne. Regardez ce qui est arrivé quand Dobèche est rentré à Montréal. Puis Wall est supérieur à Dobèche en ce moment, du moins. J'en remets pas sans doute, mais ton jeu est différent. C'est pas le même gardien et tout. Il faut que tu t'adaptes. Je vois pas la même confiance de Wall devant son filet que je voyais sur l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il a été excellent. Je veux quand même donner du crédit pour aujourd'hui, mais match numéro 3, j'ai moins aimé le match de Joseph Woll. Ça va prendre... il va falloir que les Maple Leafs redeviennent l'équipe qui a fait mal paraître les Sénateurs en première ronde et qui a très mal fait paraître les Panthers dans les 2 premiers matchs de cette série-là, parce qu'en ce moment, les Panthers font pas mal ce qu'ils veulent avec les Maple Leafs à la glace, puis ça paraît... C'est ce que je veux un peu y aller, parce que là, à l'inverse, tandis que les Maple Leafs semblent se perdre, puis je veux dire, on l'a vu dans ce match de dimanche, les Maple Leafs qui se font littéralement blanchir, pas un seul but avec l'un des trios d'attaquants les mieux payés de la Ligue nationale au grand complet, mais man, c'est tough. Puis à l'inverse, les gars, les Panthers,
on dirait que, pour pas faire trop une joke, là, mais ils reprennent un peu le poil de la bête. On semble voir un jeu qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voyait l'année passée. Puis ça, c'est avec, encore une fois, Matthew Tkachuk qui n'est pas loin d'être à 100% lui non plus, mais il commence à étouffer leur adversaire. Sergei Bobrovsky fait la job. Les défenseurs sont intimidants. Puis tu sais quoi? On a un but, park de boss et that's it. Puis, tu sais, on parlait de gardiens qui n'avaient pas livré la marchandise. Moi, je m'excuse, Sergei Bobrovsky. Les trois premiers matchs, tu peux pas dire qu'il a livré la marchandise selon ses standards. Ouais. C'est surtout ça qui fait peut-être en sorte que... Sans dire que l'année... Mais tu sais, pas sans dire que l'année passée, c'était une anomalie. On avait quand même besoin d'une performance assez importante. Je veux dire, c'est ton gardien numéro 1. Mais ça fait 2 ans de suite qu'il le fait en série quand même. Là. Ouais, mais là, il gagne en âge quand même. Là. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, on sentait dans les 2 premiers matchs, les Panthers n'avaient pas l'air d'une équipe qui venait de gagner la Coupe cette année. On sentait une équipe pas sharp. On sentait le poids des blessures quasiment les rattraper. Tu sais, Matthew Tkachuk, Alexander Barkov, c'est pas à 100% non plus. Non. Tu sais, Aaron Ekblad, c'est sûrement pas à 100%. La fin de saison régulière chez les Panthers a été éprouvante physiquement pour plusieurs gros canons de l'équipe. Puis même juste la profondeur, on n'a pas la même profondeur que l'année passée. Un Brendan Montour ferait tellement de bien en ce moment. Tu me diras, là, il y a cette jaune, je comprends. Mais tu sais, on n'a pas ce genre de joueur-là. Puis avec ça, est-ce que Toronto peut réussir à retourner à la maison et bounce back? Tu vois, juste avant qu'on rentre en ondes, tu avais friend of the show, Matthew, qui prend pour les Leafs, qui me texte et il me dit « Ouais, comment tu vois ça, cette série-là? » Puis tout ça, on commençait à jaser puis tout ça. J'ai dit « Écoute, j'ai espoir que les Leafs vont bounce back. Je pense que ça va finir en 6 pour les Panthers, mais je crois absolument que les Leafs peuvent bounce back. » Et après ça, Max Domi est arrivé. Max Domi, qui, à la fin du match numéro 4, plaque inutilement Alexander Barkov dans les numéros le long de la rampe pour starter un gros brawl pour finir le match. Aucune chance que les Panthers finissent pas 106. Là, les Panthers sont allumés en ce moment. Tu viens de voir ton capitaine se faire plaquer de même. Tu voyais Matthew Tkachuk japper au banc pendant que tout ça se passait. Aucune chance. Panthers en 6, c'est terminé. Juste à cause d'une énième niaiserie d'émotion de Max Domi, que j'aime d'amour. Sa saison à Montréal 2018-2019, pour moi, top 5 saison qu'un gars du Canadien a faite depuis que je suis là hockey. Mais ça, c'était complètement idiot de Max Domi. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que les Panthers avaient... Tu sais, les Leafs n'avaient pas besoin de donner plus de raisons aux Panthers d'être motivés. Tu sais, les Panthers, pendant les voiles, viennent de gagner 2 matchs, ont repris en confiance. On a vu qu'on est capable de jouer notre hockey, d'imposer notre hockey, puis les Maple Leafs ne répondent plus aussi bien qu'on l'a vu dans les 2 premiers matchs. Et je pense que les Panthers, si tu le dis, fin de saison difficile, première ronde contre le Lightning, on leur a quand même servi une bonne correction, puis peut-être qu'on s'est dit, gars, tu sais, c'était pas facile en saison, mais en série, on est capable. On peut se mettre un peu sur le cruise control, puis ça va marcher. Puis peut-être qu'on avait besoin de ce petit reality check-là des 2 premiers matchs faut se rappeler qu'il faut qu'on impose notre jeu. Il faut qu'on soit vraiment intense et tout. Puis je pense que les Maple Leafs l'ont bien géré dans les 2 premiers matchs, mais sur une série de 7 matchs, c'est tellement éprouvant de jouer contre les Panthers parce qu'ils te lâchent juste pas, man. Ça arrête pas, ça arrive tout le temps. Tu as tout le temps 4 gars en échec avant. Il y a 5 gars sur la glace. Tu as l'impression qu'il y en a 6 en échec avant, tellement ils chassent comme des chiens, mais c'est terrible de jouer contre les Panthers. Avec un but gagnant de notre futur joueur de 2e centre, Sam Bennett, dans le match numéro 5. C'est pas impossible. Ouais. Puis pourtant, c'est ce qui les a brûlés lors des 2 derniers matchs. C'est cet échec avant, peut-être un peu trop agressif, finalement, qui est venu les rattraper. Mais au-delà de ça, les gars, je pense qu'on peut dire... presque, on peut le dire, à l'unanimité que les Panthers devraient remporter cette série. Moi, la dernière fois que j'ai dit ça, a tellement mal fini que je me prononce plus, man. Celle-là, tu sais quoi, je pense que j'ai plus l'autorité pour parler de cette série-là. Comment? Parce que j'allais dire justement, Pop, ils viennent de caler en 6. Félix, tu cales en combien, en 6 ou en 7? Honnêtement, je pense que l'équipe qui gagne le match 5, peu importe c'est qui gagne la série. Si les Leafs remontent, vont chercher le match 5, ils gagnent la série.
Parce que là, Comme si, ça. si on perd le match 5, c'est terrible. Perdre 3 matchs de suite, la confiance va être détruite. Après ça, tu retournes en Floride pour essayer de C'est survivre. ça. Bon Mais je pense que si les Leafs sont capables d'aller chercher ce match 5-là, tu reprends un petit peu de confiance. Là, c'est un 2-3. Là. Ça peut vraiment. Les deux équipes ont une vraie chance. Les Leafs ont l'avantage de la glace. Il faut que tu gardes en tête si c'est Toronto que tu as gagné ces deux matchs-là à domicile. Là, Anthony Stolarz est là pour le premier match, Joseph Hall pour le deuxième. Tu as besoin que. Si Austin Matthews marque dans le match numéro 5 et les Maple Leafs gagnent, les Leafs gagnent cette série. Les boys, au-delà de ça, parlant d'équipe canadienne, on va se tourner dans l'Ouest avec les Oilers d'Edmonton qui voient leur série victorieuse de 6 matchs se terminer de, honnêtement, la façon la plus anodine que j'ai vue de toute ma vie. Je veux dire, les Oilers qui, on va se le dire, là, cette victoire-là, je vais être très honnête, ça veut rien dire pour les Golden Knights. Les Oilers, on le vend dans les voiles comme j'ai rarement vu. Peut-être même plus que l'année dernière pendant les finales avec leurs 3 matchs consécutifs dominants. Mais là, les gars, je ne vois pas par où commencer. Quelle a été votre réaction au but? Au but, on va dire, au but de Leon Draisaitl dans son propre filet. Je vais juste commencer en disant ceci. Les Oilers ne battront jamais les allégations comme équipe la moins sérieuse de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Pourquoi donc? Tu sais, on aimerait du Canadien du fait qu'ils sont aucunement sérieux parce qu'ils sont genre trop random puis genre tu sais pas vraiment pas à quoi t'attendre. Les Oilers, c'est genre ça sur les stéroïdes. Most unserious franchise de la Ligue nationale. Sur le but gagnant, par exemple, on donne beaucoup de mal à Stuart Skinner là-dessus. À tort ou à raison, ça dépend. Tu regardes 4 secondes avant le but gagnant. Tu as un gars en échec avant, tu as 3 gars des Oilers qui sont dans la zone. Niaise-moi qu'avec 5 secondes, c'est pas un gars des Oilers qui sort avec la puck. C'est terrible. Puis, tu sais, William Karlsson, gros job ce jeu-là. Puis, aussi, je veux donner un peu d'amour à Riley Smith parce que ce gars-là, avec 3 secondes à faire au match, il s'est dit fuck it. Je tire pas, je vais prendre le temps de faire une feinte de tir puis contourner. Hey man, c'est ballsy parce que si tu fais ta feinte de tir et t'as pas le temps de mettre une puck au but, t'as l'air complètement épais, t'as l'air du gars qui a scrappé une chance d'un tir quand même de qualité qui aurait pu donner la victoire à ton équipe. Ce gars-là a pensé assez rapidement pour se dire fuck it, je vais laisser tous les gars que je compromette, dont Stuart Skinner qui était rendu au cercle des mises au jeu tellement il était sorti de son filet, puis je vais pitcher ça vers le but en espérant. Si Leon Draisaitl ne touche pas à cette rondelle-là, d'ailleurs, cette rondelle-là ne rentre pas. Je pense qu'elle a fini par rentrer, mais elle ne rentre clairement pas à temps dans le filet. Il n'y a aucune chance que ça rentre. Argument de plus pour pas blâmer Stuart Skinner sur ce but-là. Et puis oui, puis je comprends pas pourquoi il est aussi loin de son filet. Pour moi, ça, c'est le gros problème que j'ai avec lui sur cette séquence-là. Mais tu sais, lui a dû se dire jamais ce gars-là va essayer une fin de 2 secondes, genre, sois agressif, coupe l'angle le plus possible. C'est ça. Il a dû se dire dans l'autre bout, mais défie le gars avec 2 secondes à faire. Là. Il a dû se dire, il n'y a personne qui va oser faire une feinte de tir à ce moment-là. Je le comprends d'avoir pensé ça, parce que c'est vraiment un move de psychopathe que Riley Smith a fait, de se dire, fuck it, je laisse faire ce tir-là. Moi, j'y vais pour une feinte de tir, puis man, ça a marché. Puis c'était vraiment cool de voir que sa glace, il y avait 2 gars qui savaient que c'était vraiment un but. Riley Smith et William Karlsson. Les 8 autres étaient comme... ça vient-tu juste de se passer? C'est pas un but, ça. Fait que vraiment, vraiment cool, ça, quand même. Big Patrick Kane Energy quand il avait marqué vraiment. Le but de la Coupe de 2010. Puis genre, pendant 3 secondes, genre, dans les 2 équipes, il y a juste... Puis genre, les 20 000 personnes dans les estrades, il y a une personne dans l'aréna qui sait qu'il vient de scraper un draft d'à peu près 47 ans. Ouais. Pendant 3 secondes, c'est Patrick Kane. Ça devait être I'm him moment, pour vrai. Là. Ah, man, la réaction de Riley Smith qui regarde comme comment ça qu'ils n'ont pas calé ça un but. Puis il dit à tous les gars, ben, non, venez-vous-en, boys, on célèbre le jeu de carré, le but gagnant là. Puis man, il avait raison. Puis c'est sérieux, incroyable job de Riley Smith là-dessus. Oui, il faut donner les Oilers ont manqué leur coup complètement, mais même si Riley Smith n'avait pas réfléchi aussi rapidement et avait fait exactement ce jeu-là qui était extrêmement intelligent, ça se ramasse en prolongation. Peut-être que les Oilers gagnent ce match en prolongation, puis ça devient 3-0, puis là, soudainement, les Golden Knights sont pas éliminés, mais presque. Fait que
grosse job de Riley Smith. Les gars, pour continuer dans l'Ouest, on a cette fameuse série, encore une fois, au sommet de la centrale-ish. Parce que rendu là, n'importe quelle équipe dans la centrale, de la troisième pour bien être la première. Entre les Stars et les Jets de Winnipeg, où là, les gars, quelle série éliminatoire sommes-nous en train de voir de la part de Mikko Rantanen? Ah, il est pas mauvais, le petit Rantanen. Hein? Clairement, il n'y a aucune équipe qui oserait échanger ça. Je vois pas qui oserait échanger un talent comme ça. Là. Encore moins 2 équipes. Je vois pas. Voyons, arrête. Là, tu charries. Il n'y a aucune chance que 2 équipes qui aient échangé Mikko Rantanen. Là, tu vas me dire que genre les 2 l'ont fait depuis le début de l'année, genre. Arrête-moi. Oh, genre, d'ailleurs, les deux l'ont fait en 6 semaines d'intervalle. Là. Arrête n'importe quoi. Là, les gars. That's fine. Là, les gars, j'en ai une astuce bonne pour vous autres, OK? Là, les Stars et Rantanen, là, c'est 8 matchs de séries éliminatoires de jouer, OK? Rantanen, OK, a 18 points en 9 matchs. C'est une moyenne. Comme vous aurez compris, si vous avez fait vos maths 416, de 2 points par match. Savez-vous aussi, il y a combien de matchs où il n'a pas eu de points? Ouais, c'était pas genre les 5. Il n'y avait pas 1 point en 5 matchs. Il y avait 1 point avant le match numéro 5. Ouais, il y avait 1 point. Il faut croire qu'il y avait au moins 4 games durant la série contre l'Avalanche. Puis ils se sont fait blanchir au match. Ils se sont fait blanchir. Fait que c'est ça, 5 matchs. 4. 4? 4, ouais. Ah oui, il y avait une passe en 4 matchs. Ouais, fair. Mais vous comprenez. Une passe en 4 games, pas une passe en 5 games, c'est vrai. Non, c'est ça, mais vous comprenez l'essence quand même que c'est 19 points en 8 matchs, mais en soi, ces 18 points-là sont arrivés en 5 matchs. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, c'est des performances, là, tu te dis, damn. Puis c'est la même chose que j'ai martelé la semaine dernière. C'est tu t'attendais, oui, à un Rantanen qui était là en séries éliminatoires, peut-être en 9 matchs, peut-être un 10 ou 11 points, mais qui fait sentir sa présence. Non. C'est que là, il fait sentir sa présence sur la feuille de pointage comme si le gars, c'était Nathan MacKinnon. Comme si finalement, MacKinnon profitait plus de Rantanen que Rantanen profitait de MacKinnon. On check le pouls. Non, mais vous comprenez quand même dans son essence. L'affaire, c'est que tu en as un qui est encore en séries éliminatoires en ce moment, puis est en train de mener un hostie de bon CV en ce moment à sa première saison à Dallas. Et imagine s'il avait genre éliminé son ancienne équipe en plus. Clairement, c'est pas arrivé, ça, là. Non. Et qui sont en train de cruiser quand même confortablement, malgré une défaite de 4-0, là, confortablement vers les finales de conférence, dans ce qui a encore une fois été un autre sacré stinker de Connor Hellebuyck. Il n'y a pas de cruise control. Là. Viens me faire accroire que cette série-là ne se rend pas en 7. Ah non, écoute, c'est une super bonne série. Incroyable. Non, c'est une très bonne série, mais on a vu de quoi ça a l'air, man. Ça va être juste du jeu inconstant de Winnipeg jusqu'à la fin. Puis tout d'un coup, ils vont avoir une petite game bullshit qui va se terminer genre 5-1. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est on parle beaucoup de Mikko Rantanen, il est important pour les Stars. Moi, ce que j'ai peur, est-ce que Mikko Rantanen commence déjà à devenir trop important pour les Stars? Dans quel sens? Dans le sens qu'à la seconde qu'il n'y a pas de points, les chances de gagner deviennent terriblement diminué pour les Stars de Dallas qui ont un line-up complètement profond. Mais c'est ça, je peux pas croire que... Je ne le vois pas depuis quelques matchs. Je ne le vois pas. Et coïncidemment, Mikko Rantanen n'a pas fait de points au match numéro 2. Les Stars se sont fait blanchir. Étonnamment. Oui, puis je rebondis là-dessus parce que c'est l'équipe de diffusion de Sportsnet. Je m'excuse, les noms m'échappent de qui décrivait ce match-là à Sportsnet, qui expliquait que l'objectif des Stars, c'est clair, puis je pense qu'on le voit, n'importe qui voit le match se rend compte de ça. Le plan de Dallas, surtout en avantage numérique, c'est de faire en sorte que Rantanen touche à la rondelle le plus souvent possible. En ce moment, à Dallas, tout passe par Rantanen, puis Pop, je suis un petit peu d'accord avec toi dans le sens où en ce moment, on est un petit peu dépendant de Rantanen dans le sens où c'est lui, on lui demande de créer quasiment tout offensivement, puis c'est vrai que ça pourrait devenir un problème, dans le sens que si Rantanen a un mauvais match ou quoi que ce soit, ou s'il devait se blesser par exemple, on espère que non, mais si ça devait arriver, ce serait peut-être problématique pour les Stars, dans le sens où
oui, on a énormément de bons joueurs, mais en ce moment, tous les gars sont un peu passagers derrière Rantanen. Il va falloir que les autres gars se mettent à produire aussi éventuellement et à créer par eux-mêmes. Parce que ça ne peut pas être tout le temps Rantanen. Je vais demander un peu votre observation. Est-ce que vous pensez que le fait de se fier beaucoup à Rantanen est un produit de la panne des autres joueurs ou est-ce que la panne des joueurs est un produit du fait qu'on se pose beaucoup sur Rantanen? Ben, je me dis qu'en même temps, toute équipe logique ferait la même chose. T'as un attaquant élite qui est super red hot en ce moment, tu surfes là-dessus, t'as pas le choix un peu. Mais faut juste pas que tu dépasses la ligne de trop être dépendant là-dessus. Moi, ça me fait juste rappeler que Miro Heiskanen n'a toujours pas joué de match de séries éliminatoires pour les Stars de Dallas. Ce qui est quand même assez étonnant de voir que cette équipe-là pourrait sortir deux des top 6 meilleures équipes de la Ligue nationale sans son défenseur numéro 1. Oui, puis d'ailleurs, chapeau à Thomas Harley qui a vraiment pris cette job de défenseur numéro 1 là et qui a fait du brillant travail. Tu regardes les Stars, tu te dis, man, si on a Miro Heiskanen et Thomas Harley pour une coupe d'années, on est pas mal correct à la Ligue bleue. Tu regardes le groupe d'attaquants, tu te dis, fuck, man, au moins ils vont être un petit peu faibles devant le filet. Tu regardes s'ils ont Jake Oettinger, tu te dis, fuck, man. Tu sais, ils sont profonds partout Dallas en ce moment. Puis c'est tant mieux pour eux, mais pour répondre à la question, Mio, je pense qu'en ce moment, les gars sont. Je pense qu'un peu comme Pop, les gars produisent moins parce que Rantanen est tellement fort qu'on se dit faut qu'on passe par Rantanen en partant parce que c'est le gars qui nous a amenés jusque-là, le gars qui roule tellement. Là, la question que je me demande, c'est est-ce qu'on serait capable de flipper cette switch-là? Est-ce qu'éventuellement, mettons, Jason Robertson pourrait se lever et décider de prendre le contrôle d'un match à lui seul si Rantanen a un match plus difficile? Je pense que, clairement, il y a des gars dans cette équipe-là qui ont le talent pour le faire. Wyatt Johnston, même Matt Duchene, Rupeins. Il y a énormément de gros gars de talent dans cette équipe-là. Faut juste pas qu'on arrive sur le cruise control de « Ouais, mais c'est pas grave, Rantanen va nous sauver. » Faut qu'on soit capable... peut-être, mettons qu'on mène 3-1, mettons que les Stars gagnent le prochain match. Peut-être qu'au match numéro 5, tu dis « Hey, gars, Rantanen, on te fait jouer beaucoup, évidemment, et tout, mais on va essayer de faire en sorte que d'autres gars... créer des jeux, d'autres gars deviennent que cette production-là passe par d'autres gars un peu, juste pour que les gars restent sharp et tout, puis les garder dans cette série-là. Parce que c'est vrai que ça peut devenir dangereux si tu dis tout le temps, ben c'est pas grave, on a Rantanen, il va aller marquer ses 8 buts comme il fait tout le temps. Surtout que Connor Lebock veut pas, malgré ces deux défaites-là, a déjà l'air beaucoup plus sharp qu'en première ronde. Un jeu blanc dans le match numéro 2. Donner 3 buts dans le match numéro 1. OK, là, la chaîne a complètement débarqué en troisième période, mais pendant une bonne partie de la troisième période, ce match-là, c'était 2-2, là. Puis ça a pris un but extrêmement bizarre qu'un gars kick la rondelle, mais kick pas, mais est-ce que Connor Lebock a profité de la rondelle dans son net ou il a juste fait dévier? Match numéro 3, c'était encore 2-2, puis ça a pris le but bizarre pour que la chaîne débarque. Mais Connor Lebock se rachète un petit peu plus. Je sens qu'on retrouve tranquillement le gardien qu'on avait en saison régulière. Peut-être que c'était juste une affaire de le gars était juste dans sa tête à cause que première ronde. On est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Première ronde. Puis je pense que ce qui l'a fait débarquer aussi en troisième, c'est le but bizarre, le troisième but des Stars. Parce que le quatrième est arrivé assez rapidement. Là. C'est ça. Puis il avait l'air d'un gars qui avait encore la tête. Tu sais, quand le but a été accordé après la reprise, qui d'ailleurs, en passant, petite mention spéciale aux Stars, qui, au début de l'interminable reprise vidéo, ont parti Freebird pour mesurer le temps que ça allait prendre pour la reprise. Ils ont fait ça pour vrai? Oui, ils ont parti ça, puis en plein milieu, la reprise continuait, puis ils ont juste écrit sur Twitter, ils disent « Juste pour vous dire, on est rendu au solo de guitare. » Man, c'était tellement long, cette reprise-là, que... Puis, tu sais, quand le but a été décerné, tu devais les Bucks shaker sa tête, puis faire « Non, man, ça aurait pas dû être un but, puis tout. » Puis là, honnêtement, je n'ai même pas trop compris pourquoi on s'est tant obstiné ça sur un but. T'sais, oui, clairement, il y a une motion de kickage de rondelle, mais tu sais, le gars qui kick la rondelle à rôle seul, a rebondi dans les airs 3 fois. Je veux dire, clairement, il y a quelqu'un qui avait touché à cette mais ça, là, on rentre vraiment dans les alinéas puis les règlements vraiment nichés. Fait que faut aller au fond du livre des règlements puis faut aller dans toutes les angles des caméras. Puis malheureusement, écoute, le but était bon sur la glace. Fait que ça devait prendre une grosse affaire pour le refuser au final. Là.
Puis on a confirmé que c'était un bon but aussi parce que les Bucks la retouche après que la rondelle a été kickée. Donc, si le gardien la retouche, évidemment, le but devient bon. C'est pas logique, ça mais annule. bon. Tu veux Ouais, c'est ça, ça annule le fait que la POC a été bottée. Donc, si je comprends bien votre analyse, les gars, dimanche prochain, on sort jase, puis cette série-là est toujours en jeu. Très confiant que ça va se poursuivre. Je ne serais pas surpris que les Stars l'aient emporté d'ici là, mais je ne serais pas surpris non plus que la série ne soit pas finie. Moi, je fais juste dire, Winnipeg est encore invaincu à domicile depuis le début des playoffs et ce sont eux qui ont l'avantage de la glace. Oui, c'est vrai. Mais si Dallas gagne le prochain, en fait, c'est pas vrai parce que Dallas a gagné le premier match. C'est ça, si Dallas gagne le prochain 3-1, même si Winnipeg gagne 3-2, Dallas finit ça chez eux. Dallas en 6. Je pense que c'est le plus logique en ce moment. Et finalement, la dernière série qu'on doit jaser, c'est celle dans l'Est qui oppose les Capitals aux Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes, là, les gars qui ont pris les devants dans cette série-là, est-ce qu'on doit être inquiet pour les Capitals? Est-ce que finalement, sans dire cette implosion qu'on voyait peut-être arriver, comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est une surprise, selon vous, que les Capitals sont en train de perdre? Non, pas vraiment. Tu sais, il faut rappeler, contre Montréal, on était à 12 minutes de créer l'égalité 2-2 avant la mise en échec de Tom Wilson. Les Caps sont battables, sont bons, sont très bons même, mais sont battables de ce côté-là. Mais les Caps ont juste besoin de faire une chose, prendre les devants, inscrire le premier but. À la seconde, puis on l'a vu dans le match numéro 2, à la seconde que Washington prenait les devants, là, le jeu commençait à être ouvert. Là, les Hurricanes arrêtaient d'être genre la réincarnation des Devils du New Jersey. Dès que le jeu ouvre, ça va avantager les Caps de ce côté-là. Il faut juste prendre les devants et la conserver. Ouais, je suis d'accord avec ça. Bien honnêtement, c'est vraiment pas je pense que c'est la série des 4 qui m'interpelle vraiment le moins. Là. Félix, t'es pas hipster, t'es pas ouais, le seul. Non, c'est ça. C'est un style un peu plus... Pas plate, j'ai pas envie de dire plate, mais... Un peu, tu sais, faut vraiment que tu sois un puriste puis vraiment un peu nerd pour vraiment apprécier cette série. Il y a quelqu'un qui a marqué sur Twitter, ça m'a fait extrêmement rire. Je veux pas manquer de respect aux Hurricanes, mais cette série-là est la série contre les Caps, c'est la série la plus ennuyante que j'ai vue dans ma vie au hockey depuis la série Hurricanes Devils il y a 2 semaines. C'est pas. Il y en a pas un autre qui. Hurricanes joue aussi, là. Mais ça fonctionne. Ça, il n'y en a pas un autre qui dit genre, je peux pas, si les Hurricanes gagnent, je peux pas concevoir le fait que je vais devoir regarder encore un autre minimum de 4 matchs d'eux autres en finale de conférence. Ah non, c'est pas beau. C'est pas beau à regarder les Hurricanes. C'est efficace, ça fonctionne, mais c'est pas beau à regarder. Puis, tu sais, ça va prendre. Faut que Freddie Anderson soit dominant. On l'a été depuis le début de cette série-là. Je pense que c'est par là que ça passe pour les Hurricanes. Tu l'as dit, Pop, il faut que les Capitals prennent l'avance, mais quand les Hurricanes prennent l'avance, c'est un peu la même chose. Quand les Hurricanes mènent 1-0, tu sais que ça va être une assez grosse job d'aller remonter ça. Imagine si les Hurricanes étaient une de ces deux équipes qui avaient échangé Mikko Rantanen dans une même saison. Impossible. Il serait bien trop fort. C'est clair que s'il l'avait dans l'alignement, il ferait de quoi de pertinent avec. Rantanen serait dominant. Puis il signerait genre 8 ans avec cette équipe-là pour devenir clairement, il ne réchangerait jamais. Tu ne réchanges jamais un gars comme Mikko Rantanen. Certainement pas avec les performances qu'il y a en ce moment. Non, Nazem Kadri l'a dit, tu n'échanges pas tes dogs. Puis je veux dire, clairement, tu vas me dire quoi, l'Avalanche l'échange, genre, puis le Hurricane, arrête-moi ça. Parlant de Nazem Kadri, certainement que l'Avalanche ne l'aurait pas laissé partir non plus. Non, il y aurait certainement un trou à son poste qu'on n'a jamais été capable de recombler depuis. Attends, tu es en train de me dire que Casey Middleton et Brock Nelson qui a 657 ans, ça ne l'a pas fait? Voilà, on a la réponse à la question. Pour terminer sur un petit peu d'actualité dans la LNH, les gars, on a manqué ça un petit peu, là, mais les Islanders qui ont le premier choix avec la 10e meilleure chance, OK? 3,5%. I guess que la petite balle de ping-pong a été chanceuse. C'est quoi? J'en ai avec du monde, puis ça chialait comme Callis, là, les Islanders, là, on s'en fout que les Islanders aient le premier choix. Je suis comme, gros, c'est à cause de trucs comme ça que les Islanders puissent encore exister. C'est à cause de ça qu'il y a des équipes comme les Islanders, des équipes comme, à la limite, les Hurricanes, peu importe, ces équipes de petits marchés-là, c'est à cause d'enfants de même qui sont encore en vie. Plutôt chialer que, tu sais quoi, est-ce que tu aurais voulu que, tu sais, je comprends que c'est à 3,5%, mais là, tu peux pas donner ton premier choix à chaque année
une équipe de la Californie ou aux Rangers. Est-ce que tu aurais aimé ça que les Ducks d'Anaheim aient un choix top 3 repêchage pour genre la 25e année d'affilée? Ben, tu sais quoi? À la lumière de ce qui s'est passé, absolument pas. Tout ce qui se passe de mal avec les Ducks, ils le méritent. Ça, on appelle ça, Pop, du mauvais karma. C'est... Ouais, exactement. Ouais. Mais par exemple, surprenamment, je suis down que les Islanders gagnent la loterie. Hey, moi, voir un petit upset dans la loterie, de un, j'aime ça. Puis tu sais, voir genre les Ducks, les Hawks, les Sharks, je pense, ils étaient-tu encore admissibles selon Oui, les Sharks pouvaient, oui. Il y avait les meilleures chances. Puis, ou les Sabres de Buffalo, tu sais, tout le temps, genre, les mêmes 4-5 équipes. Hey, man, je t'arrête pour les Sabres une seconde, ok? J'ai vu quelqu'un qui disait, j'ai le nom m'échappe, je ne sais plus qui dit ça, mais il dit quelqu'un qui dit, man, j'ai l'impression qu'à chaque année, les Sabres se ramassent à repêcher genre 8e overall au draft. Puis fuck, man, c'est vrai, parce que j'ai l'impression que ça fait 6 ans de suite qu'ils repêchent 8e. Ils sont jamais dans le top 3. En fait, ils ont un win power, mais sinon, ils sont jamais dans le top 3. Ils sont jamais 15e. C'est tout le temps 8e, là. C'est genre 1 ou 8, nothing in between. Et puis tu regardes ça, tu dis 8, alright, c'est lui, ils vont prendre un autre boss 8e, man. Puis, non, en fait, Caleb Desnoyers. C'est un boss parce que... Non, mais ils vont dire, c'est pas vrai, parce que c'est pas des boss, mais ils se ramassent à... C'est des beaux prospects qui arrivent à Buffalo, puis tu regardes, c'est... OK, cool, c'est un bon joueur, mais y a-tu comme des victoires qui s'en viennent? Il y en a pas. Veux-tu qu'on parle des Red Wings de Détroit qui se font butt fuck par la loterie, genre année après année après année? C'est... Ouais, puis écoute, ouais, petit Pop, tu l'as dit, la loterie était assez chaotique. Cette année, c'est même la deuxième loterie, c'est l'Utah qui avait les 14e meilleures chances qui a gagné la deuxième loterie. Je chante les mammouths. Le mammouth, c'est vrai, c'est le mammouth. J'avais encore le club de hockey. Oui, parce qu'il faut dire au singulier. Idée de terroriste de mettre une équipe au singulier, soit dit en passant. C'est le terroriste d'avoir donné un nom à cette équipe-là. Ouais, le club de hockey de l'Utah, c'était cool. Mais bref, le mammouth, ça, qui a monté, cette loterie-là était vraiment chaotique. D'ailleurs, ceux qui ont suivi ça à la télé, si vous n'avez rien compris, mais moi, ça m'a pris une petite seconde avant de comprendre le format. Là, il y avait, déjà, je ne savais même plus qu'il y avait, je pensais qu'on avait annulé la deuxième loterie. Il y avait des boules qui sortaient. Ça m'a vraiment pris du temps avant de comprendre ce qui se passait dans ma télé. J'ai fini par comprendre. Là. Mais non, il y avait quand même des histoires cool dans cette loterie-là. Puis tu regardes ça, tu te dis, man, tu repenses aux Canadiens les 3 dernières années qui avaient des grosses chances de loterie et qui, au final, a jamais baissé, a jamais monté, resté premier en 2022, 5e en 2023, 5e en 2024. Tu regardes la loterie de cette année, tu te dis, fuck, man, ils ont été quand même chanceux de rester premier, 5e avec le style de loterie chaotique qu'on a eu cette année, de la 10e équipe qui se ramasse première, puis la 14e équipe qui monte 4e. C'est quoi ça? Tu sais, pensez-y, si la même loterie de cette année arrivait l'année passée, Ivan Demidov est pas à Montréal. Oh, Félix. Ben non, mais c'est ça, ben, c'est la même loterie, Ivan Demidov est loin de Montréal. L'année de Slavkovski, si tu me dis, genre, que l'Islanders qui finit, genre, avec les 10e meilleures chances, bump le Canadien au premier rang, je te garantis, il y aurait eu une émeute à quelque part. Puis c'est moi qui l'ai. Ouais, mais en même temps, c'était tellement un draft de marque que t'étais n'importe où dans le top 5, t'avais probablement le gars que tu veux. Le vrai premier choix au total se retrouvait en deuxième ronde. C'était qui déjà? Lane Hudson. J'ai Félix Callis. Excuse-moi, j'ai un petit bug. Je pensais que tu allais me sortir genre je sais pas, parce que je sais que l'année d'avant, il y avait Matthew Nice. Je suis comme, Chris, vas-tu me parler de Matthew Nice, mais si je me suis trompé d'année. Soon to be recrue de l'année, Lane Hudson était dans cette deuxième ronde de ça. Fait que, bref, ce qui a été une loterie assez chaotique. Pour tout ça, mener à la nouvelle la plus chaotique, je pense, de la décennie. En fait, la deuxième plus grosse nouvelle chaotique de la décennie, parce que la première, c'est celle qui a fait en sorte qu'il n'y avait plus de job jusqu'à très récemment. Puis, les gars, Joel Kenville qui réussit à se retrouver un job dans la LNH. Mais tu sais, c'est pour ceux qui ne savent pas, là. Joel Kenville avait plus de job dans la LNH parce que c'était une inaction. C'était un manque d'action par rapport à toutes les affaires d'agression sexuelle au sein des Blackhawks durant la saison 2010. Hein? Tu sais, comme quoi la fin justifie les moyens. Ou dans le cas de Joel Kenville, l'inaction. Et ce qui fait en sorte, ben regarde, tu vois, OK, c'est cool. On n'entend plus parler de lui, that's it, jusqu'à ce que les Ducks nous arrivent avec cette nouvelle-là, puis t'es comme... Ça fait tellement Ducks comme move, juste... Les gars, je pensais que
je pensais que le fait qu'on ne voyait plus Kenville à cause de ça faisait en sorte qu'il était sorti de cette fameuse rotation d'entraîneurs de la Ligue nationale qu'on voit d'année en année. Et non. Non, quand Stan Bowman fait le job de DG, man, Kenville s'en venait, là. À la limite, si tu voulais un coach qui poussait 70 ans, là, John Tortorella, il est aussi disponible. Là. Tu vas pas avoir plus de victoires que Joel Kenville, mais il est disponible. Puis oui, c'est une merde aussi de John Tortorella, mais je veux dire, rien de la trempe de qu'est-ce que Joel Kenville, encore une fois, fait / pas fait. Les gars, prix raisin de la semaine définitivement remis aux Ducks d'Anaheim. Puis comme j'ai dit durant notre discussion sur la loterie, tout ce qui se passe de mauvais pour eux, c'est mérité. Ouais, ça ressemble à ça. Puis moi, je regardais ça, puis quand ils ont annoncé ça, j'ai repensé à quand Mike Babcock avait été engagé à Columbus il y a 2 ans de ça. Oh my God. Fever j'ai fait, man, y a-tu comme une chance que ça arrive encore avec Kenville? Il y a vraiment une petite seconde, je me suis dit, ça va. J'ai-tu déjà vu ce film-là, puis il rejoue une deuxième fois? Je me suis vraiment posé la question. Puis, tu sais, je vais espérer, c'est le mieux que je peux faire rendu là, que les Ducks ont fait leur devoir, que Kenville a fait ses devoirs depuis ce temps-là. Toute cette situation-là est inacceptable et tout, parce que oui, si tu lis le rapport, Kenville était au courant. Le bout où il aurait rédigé une lettre de recommandation à Brad Aldrich, et ça, ce bout-là est faux, mais le bout où il était au courant, ça, c'était vrai. Il n'a pas agi par rapport à tout ça. Gars, j'espère que les devoirs ont été faits par et d'autres. Mais il me semble que tu aurais pu t'éviter un cauchemar de relations publiques avec ça. Les gars, à quel point ce gars-là était tant le meilleur candidat que tu t'es dit ça vaut la peine de ce qui va nous rembarquer dans la face tout de suite. Puis tu sais que ça fait pas l'affaire de tous quand tu dois écrire une lettre que tu publies sur ton compte d'équipe et sous ces publications-là, tu désactives les commentaires. Les A's plus d'Oakland font ça depuis 3 ans parce qu'ils savent que s'ils mettent les commentaires, tout le monde va juste dire à John Fisher de vendre l'équipe. Quand tu fais la même affaire que les A's parce qu'on menace de vendre l'équipe, pose-toi des questions. Vous l'aurez entendu. Fait que les Ducks d'Anaheim, nouveau Nordique de Québec, confirm. Dans quel sens? Le mauvais karma. Ah ouais. Ouais. Que je... pas parce que tu prends fort. Non, le mauvais karma. Le mauvais karma, on parle de vente d'équipe. Confirmé, les Ducks d'Anaheim vont devenir les Nordiques de Québec. Vous l'aurez entendu en premier. Est-ce que Pop, je sais que tu n'étais pas un humain complètement développé quand c'est arrivé, mais tu es le seul de nous 3 ici qui était vivant durant la vente des Nordiques. Absolument. Et j'étais vivant aussi quand Patrick Roy s'est pogné avec Ronald Coré pour se faire trader aussi. Tu l'as vécu, j'étais là. J'étais là. C'était moi, front row, j'étais à côté de Ronald Coré. Pop a vécu quand il n'y avait comme pas d'écran entre le banc et les partisans. Hey, petite anecdote, puis on finit ça bien vite. Puis ça m'a fait rire durant cet hiver-là pendant ma job. Les bancs de punition à l'aréna de Jonquière n'ont pas de vitre. N'ont pas de baie vitrée ou les bancs de punition. Ça, c'est hilarant. Ah, mais imagine les Green Men à Vancouver. Imagine les Green Men à Vancouver, comment il y aurait du fun. Non, ben, ils ont des... Sur les côtés, c'est séparé, mais genre, la ville de devant, genre, face au jeu, il n'y a pas de baie vitrée. Fait que ok, attends, il y a des vitres à côté, mais il n'y en a pas devant. Les vitres de côté, par exemple, il faudrait peut-être que je reconfirme. Ça, c'est peut-être pas là, de mémoire, mais tu peux littéralement passer par-dessus comme si c'était un banc des joueurs pour te rendre au banc des pénalités. Hey, il me semble que si j'avais une vitre à mettre, je mettrais celle en avant. Voyons, c'est dangereux. Oh, écoute, t'as pas assez vécu le folklore de la ligne nord-américaine de hockey pour te rendre compte que des fois, ça prend ça quand la marde pogne. C'est vrai. T'as pas vécu assez ce folklore-là. C'est ça, pas pour rappeler. Hey, parlant de la ligne nord-américaine de hockey, shout-out aux Éperviers de Sorel qui ont gagné un championnat en 6e période de prolongation cette semaine. Oui. La game a fini à 3h du matin et là, je me souviens plus c'est quel journaliste du coin qui rapportait qu'il y avait comme plus rien d'ouvert à ce moment-là. Fait que les gars sont allés dévaliser des dépanneurs, mais ils ont été vidés des dépanneurs tellement il y avait. Les gars avaient faim. Tu gagnes le championnat, t'as tout donné genre pendant 9 périodes. Tu sais pas. Puis attends,
C'est parce que ces gars-là, genre, il faut qu'ils fassent la route pour venir après ça, là. Ben oui, man. Oh, c'est malade. Anyway. Au basketball de la NBA, les séries éliminatoires sont aussi bonnes en action. Puis on a quand même des séries qui sont quand même pas pires, puis certainement en surprise. Puis on a encore une fois une série proche entre, là, cette fois-ci, les Nuggets, mais contre le Thunder d'Oklahoma City qui, là, fait face à de l'adversité pour la première fois dans ces séries éliminatoires-là. Puis la grosse affaire que les gens ont sorti, c'est que le Thunder n'a jamais eu vraiment à jouer des matchs proches. C'est parmi les équipes de la NBA, parmi les équipes les plus hautes au classement pour leur différentiel de points marqués dans une victoire, avec comme 17 points de moyenne sur leur adversaire à chaque game qu'ils vont gagner. Ce qui veut dire, les gars, ils n'ont pas souvent eu besoin de jouer dans le clutch parce que, Christy, ils ont été si bons pendant tout le restant de la partie. Ce qui a fait en sorte que tu te retrouves contre une équipe qui s'est retrouvée dans ces matchs proches, ces équipes qui ont fait face à beaucoup d'adversité durant la saison, au point même de renvoyer leur entraîneur-chef à une semaine des séries éliminatoires. Entraîneur-chef avec qui ils ont gagné un championnat d'ailleurs. Et puis là, on est dans une série où c'est égalité 2-2. Et malgré tout, Shai Gilgeous-Alexander reste assez nonchalant puis assez confiant de ça, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ce Thunder? Moi, je m'inquiète un peu. Moi. Non, j'ai pas envie de dire. Tu sais, on parlait d'adversité, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, le Thunder a comme gagné une game par genre. Tu sais, pas une game genre ça finit 128, 125, là. Non, une game genre 92, 88, là. À peu près, là. Ouais, c'est. Mais, ouais. S'ils l'ont pas fait avant, ils viennent de le faire. Littéralement. Mm-hmm. Ouais, mais on peut-tu le refaire encore 2 autres fois sur 3? Tu sais, parce que le Thunder, quand tu regardes leur fiche cette année, contre les 3 équipes qui restent en vie dans l'Ouest, les Warriors, les Timberwolves et les Nuggets, soudainement, la fiche est beaucoup moins impressionnante. Tu sais, le Thunder est une excellente équipe, j'en remets pas sans doute, mais un grand nombre de ces victoires-là ont été ramassées contre des équipes qui ne sont plus en série en ce moment. Fait que, tu sais, je les ai vus les matchs de Thunder Timberwolves cette année beaucoup. Souvent, c'est des matchs où, quand on les pousse un peu, le Thunder n'est peut-être pas nécessairement habitué à répondre. Et c'est surtout que, oui, Shai Gilgeous-Alexander est un excellent joueur, mais quand tu arrives dans un match serré comme ça, c'est qui le deuxième? Tu sais, parce que tu regardes les autres équipes, là. Les Warriors ont Steph Curry, Jimmy Butler, les Timberwolves ont Julius Randle, Anthony Edwards, et tu regardes les Nuggets, on a Jokic, on a Aaron Gordon qui peut te marquer des gros paniers, Jamal Murray. Attends un peu, qui peut te marquer des paniers de la victoire, Félix Forget. Peut te marquer, à mon plus grand malheur, Aaron Gordon est capable de faire ça. Tu sais, oui, Jalen Williams est cool, mais c'est-tu vraiment la deuxième option que tu veux quand le match devient serré, puis tu te ramasses, tu mets 3 gars sur Shai Gilgeous-Alexander ou quoi que ça, tu le mets vraiment dans une position où est-ce que c'est hyper difficile pour lui de marquer, il marque super facilement, mais est-ce que Jalen Williams est capable d'être ce gars-là? C'est ce que je me demande, puis on le voit, des fois on réussit à y arriver, mais le Thunder va gagner des matchs dans lesquels il est capable d'imposer sa défense. Des matchs serrés comme ça va prendre un gros effort défensif, mais si jamais la défense en arrache un petit peu, qui chez le Thunder va être capable de step up pour combattre les autres équipes qui ont au moins 2-3 gars qui sont extrêmement talentueux offensivement ou au moins qui l'ont déjà fait en série? Sur les Nuggets, par exemple, Aaron Gordon l'a déjà fait, Jamal Murray l'a déjà fait. C'est ça ma crainte pour le Thunder. C'est qui cette deuxième option-là? T'sais, on parlait tantôt des Stars qui sont dépendants de Rantanen. Le Thunder est extrêmement dépendant de chez C'est vrai. Extrêmement dépendant. Puis comme même sport, par exemple, je pense dans la NBA, par exemple, tu es plus enclin à être plus dépendant. Mais je comprends le point. Mais ouais, c'est ça. Le basketball est dans le basketball. Mais c'est ça, la nature du sport. Mais ça reste que, quand tu compares les deux formations, ça reste que c'est les deux équipes dans leur ligue respective que du premier joueur au 9e joueur, t'es comme wow, n'importe qui là-dedans peut aller marquer des points ou peut avoir un impact sur le match. C'est sûr que c'est bon à voir, mais
je comprends votre analyse là-dessus. J'ai hâte de voir comment ça va se transporter parce que là, ça va. C'est un match qui a été proche. La première victoire du Thunder, ça a été un sale massacre que tu dis, bon, ben, all right. On passe au prochain appel, les Nuggets. Merci beaucoup, c'était le fun. Merci d'avoir participé. Mais finalement, on a un peu plus d'opposition que prévu dans cette série-là. Je vais poser la même question que pour les autres séries, les gars. On s'en reparle dans une semaine. Qu'est-ce qu'il y en est de cette série? Ça sera en 7. Ça sera en 7. Ouais, puis je vais y aller avec les Nuggets qui l'ont déjà joué le match. Je vais aller avec les Nuggets en 7. OK, toi, tu calls l'upset straight up de même, là. Ça va être vraiment difficile, mais je vais y aller avec Nuggets en 7. Moi, je pense que ça se règle la semaine prochaine. On va parler du Thunder comme qui on va affronter entre les Warriors et les Wolves. Mais par exemple, on sait déjà la réponse. Wolves en 5. En 5. On va déjà savoir que ça va être les Timberwolves qui vont gagner. On va vraiment surpasser ça assez vite, Félix Forget. Je sais que tu veux ton moment de gloire. Les Timberwolves sont leur affaire. Bro veut du Extreme Copium en espérant genre battre les Nuggets encore une fois, mais... ouais, exact. Oui, vas-y. Non, je faisais juste wiggle mon doigt pour dire non. Ok, ben écoute, les Timberwolves, oui, c'est mon moment de gloire, puis tout, mais honnêtement, c'est difficile de vraiment en profiter parce que Steph Curry est blessé, Steph Curry n'est pas là. Fait que clairement, ça change l'allure de la série. Puis, d'ailleurs, le match qui a été là, pas en entier, mais c'était dégueulasse. Ils ont gagné ce match-là. Les Timberwolves qui avaient complètement oublié comment tirer. Mais écoute, match numéro 2, les Timberwolves, victoire convaincante. Anthony Edwards qui m'a fait peur en raison d'une blessure pour la première fois en peut-être 6 ans. Je pensais que c'était celle qui allait le sortir de la série. Revient en deuxième demi, joue le match 3, puis il n'y en a pas de problème. Mais moi, tu sais, un petit peu inquiet quand même au match numéro 3 quand on avait de la misère. On a eu de la misère à battre les Warriors sans Stephen Curry au match numéro 3. Ça a été un match super serré. Sauf que tu regardes ça, le match numéro 3, dans l'état actuel des Warriors, je pense que c'est le meilleur effort qu'on avait à Golden State. Jimmy Butler a été exceptionnel. Puis tu veux pas sans Steph Curry, ton plafond offensif est limité. Je pense pas que cette équipe-là peut marquer 100 points en ce moment. Je pense qu'on est vraiment limité à moins de 100. Jimmy Butler a marqué 33, puis on n'a pas été capable d'atteindre le 100 points. Je pense que les Timberwolves, pour gagner cette série-là, la recette est super simple. Rends-toi à 100 points, t'as pas mal gagné. Puis je pense que tant que t'as Edwards, que t'as Julius Randle, qui d'ailleurs, quelle série pour Julius Randle. Ce gars-là, ses 2 seuls mauvais matchs dans toutes les séries, c'est les matchs numéro 1 de chaque série. A été plus ordinaire dans ces matchs-là, sinon, et tellement solide comme deuxième option chez les Timberwolves. Tu sais, je pense que les Timberwolves sont juste tellement plus profonds. Puis, tu sais, oui, Steph Curry, ça change de la donne. Mais là, c'était les Timberwolves. Déjà, il faut que tu joues un match complet. Là. Ça fait le niaisage pendant des longs bouts. Tu oublies complètement comment jouer au basket. Dans cette série-là, c'est un problème de cette équipe-là. Tu sais, contre les Lakers, on n'a pas été vraiment testé parce que défensivement, c'était une vraie passoire, cette équipe-là. Là, les Warriors tiennent un petit peu plus leur bout défensivement. Tu sais, as Draymond Green, Jimmy Butler, ça défend. Ça défend pour vrai. Ça défend comme une équipe qui veut revoir Steph Curry dans cette série-là parce qu'on espère un retour au match numéro 6 pour Steph Curry. Si t'es les Timberwolves, laisse même pas Curry revenir en série. Donne même pas la chance aux Warriors de revoir Steph Curry. Gagne le match 4, gagne le match 5. Prends une coupe de jours pour poser la cheville d'Anthony Edwards qui, clairement, n'est pas à 100%. Là. Je dis, LeBron James était déjà un premier incident au match numéro 2. Finis ça en 5. Laisse même pas la chance aux Warriors de revenir. Puis je pense que tu regardes le match numéro 3. C'est encourageant de te dire que même le meilleur punch des Warriors n'a pas été capable de te faire trembler. Tu as quand même été capable de gagner. Pour moi, c'est quand même inquiétant pour le reste des séries, mais pour cette série-là, moi, je suis assez confiant que les Timberwolves vont finir ça en 5. Mais il va falloir maintenant que cette équipe-là soit capable de jouer un match complet sur 48 minutes. Parce que en ce moment, tu as l'impression que chaque match des Timberwolves, on joue notre match B, mais il va falloir qu'on trouve notre match A, notre match A+, quand on va se ramasser contre le Thunder ou les Nuggets, qui sont des équipes très complètes qui vont faire mal et qui vont avoir leur joueur élite, à moins évidemment qu'il y ait une blessure, on espère que non. Là. Mais tu sais, Shai Gilgeous-Alexander est là, Nikola Jokic est là. Là, tu bats les Warriors. Oui, Jimmy Butler est excellent, mais et Steph Curry n'est pas là. Il va toujours avoir cet astérisque-là. Profite de ces 2 matchs-là pour trouver ta game pour être prêt pour ces prochains matchs-là qui vont être encore plus difficiles. Les Warriors qui espèrent revoir Steph Curry dans cette série-là. Oui, les Warriors espéraient aussi revoir Kevin Durant en 2019. Hein?
Ouais. Ben, ils l'ont eu, mais. Un malheureux incident, non, exact. En ce dimanche soir, d'ailleurs, pourcentage de chances que Stephen Curry, selon Polymarket, qui revienne au jeu sont de 42%. Ça fait quand même en sorte que... à mon goût. Ça fait quand même en sorte que les pourcentages de chances que les Timberwolves emportent en 5 sont de 99,9%. Vous l'aurez entendu ça. Ouais. Trop confiance, trop nonchalant. C'est vraiment plate parce que si Curry était là, je pense qu'on aurait pu avoir une super belle série. Puis sérieusement, les Timberwolves ne jouent pas du grand basket. Les Warriors auraient pu gagner 105 ou en 6 avec Steph Curry. Écoute, mais même Curry n'est pas là. Puis je pas, ça permettrait aux Timberwolves de pouvoir se reposer parce que clairement, comme on l'a dit, la série de l'autre bord s'enligne pour se terminer en 7. Ça donne des gros coups de l'autre bord. Ouais. Ça donne des gros coups de l'autre bord. Puis finalement, la dernière série, oh mon Dieu, les gars, qu'est-ce qui se passe? Les Cavaliers de Cleveland qui perdent 3-1 dans leur série contre les Pacers. Les Pacers qui, d'ailleurs, les gars, sont allés voler les 2 premiers matchs à Cleveland. Man, écoute, les fans des Cavs sont en suicide watch en ce moment. Shout-out à notre boy Alexis Goulet, que vous pouvez l'entendre des fois à TVA Sport décrire les matchs des séries, qui a littéralement cette semaine décidé de quitter notre convo basketball et de ne plus revenir parce qu'il était trop en sacrement parce que ces Cavs, ces Cavaliers de Cleveland sont en train de se faire dog walk par les Pacers en 2e ronde. Man, les Pacers leur ont calissé 80 points en une demi aujourd'hui. Je veux dire, tu gagneras jamais en accordant 80 points en une demi. Là. Ça arrivera jamais. Puis c'est fascinant de voir comment les Cavaliers ont l'air épouvantables en ce moment. Puis là, oui, tu sais, il y a des gars blessés qui sont revenus, mais qui jouent blessés clairement. Puis je pense que ça affecte l'équipe en ce moment qui n'est pas blessé à ce stade de la saison. Tout le monde est blessé un petit peu, tout le monde traîne un petit quelque chose. Mais, man, honnêtement, c'est vraiment cool ce que les Pacers font en ce moment. Puis j'ai l'impression qu'on va peut-être encore manquer de gaz pour se rendre vraiment jusqu'au bout. Là, je pense que Boston est une bien meilleure équipe que Cleveland. Là, je pense que j'avais Boston en finale quand on a commencé. Quand on a fait nos prédictions de série, j'avais Boston en finale. Je pense que Boston est une bien meilleure équipe que Cleveland et surtout un peu plus en santé que Cleveland. Mais man, c'est vraiment Cleveland a implosé. Et de façon spectaculaire qu'on a implosé à Cleveland. Quand Haliburton a marqué son game winner oh my God. Match, déjà, tu regardais ça, tu dis OK, les Pacers, tu trouvais ça cute au début. Ils sont mignons, les petits Pacers. Vous allez chercher un match volé, hein? Cleveland s'occupe de round 5, peut-être en 6, là, parce qu'ils ont été en chercher un et tout. Là, tu regardes le match numéro 2, tu dis OK, ils sont là pour vrai. Match 3, alright, OK, Cleveland est revenu. Match 4, c'est honnêtement, c'est le knockout punch. Je sais pas comment Cleveland se relève de l'esti de varlope qu'ils viennent de manger. Je sais pas comment tu sors de ça. Moi, je demande une chose. Je demande une chose et seulement une chose pour cette série-là. Je comprends que le tour a été fait anonymement, mais je veux la liste des noms des gens qui ont voté pour Tyrese Haliburton, most overrated player in the league. Je veux des noms là, maintenant. Et depuis ça, c'est effectivement, OK, la victoire contre les Bucks, de manière très convaincante, il s'est donné effectivement ce tir de la victoire. Puis là, même aujourd'hui, un match que les Pacers ils ont marqué 129 points. Bénédicte Mathurin s'est fait exclure après 1 minute parce qu'il se battait. Tyrese Haliburton a juste eu 11 points et 5 passes décisives. Puis on leur a sacré une volée pareil. C'est vraiment impressionnant. Obi Toppin en 2025, 20 points. Obi Toppin, là, pour le nombre de matchs qui scorait du 7-8, qui scorait 7-8, 3 points contre les Timberwolves cette année, là. Ce gars-là, il m'a fait chier. Il m'a fait chier toute l'année, man. Mais si Obi Toppin est un joueur important pour les Pacers, je pense que Boston est juste tellement mieux construit que les Pacers. Mais man, en ce moment, les Pacers, l'expression jouer avec du house money, là, la saison est déjà un immense succès pour les Pacers. Là. Juste d'avoir mis les Cavaliers dans cette position-là et très probablement de passer au prochain tour. Cette saison-là est déjà un succès, tu n'as plus rien à perdre. Vas-y, man, mets la pédale au plancher. T'es en feu. Puis, non, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, ce que les Pacers font.
Puis la dernière série dans l'Est avec les Celtics et les Knicks. Les Celtics qui ont échappé eux aussi. D'ailleurs, les 2 premiers matchs à domicile, puis là, cette fois-ci, ils sont allés en voler un au Madison Square Garden. La question, c'est les Knicks sont-ils capables de gagner la série? Pop, tu dis en 5, mais... En 5! Hey, honnêtement, Knicks en 5! Je crois... Hey, tu sais quoi, Pop? Je crois pas. Moi non plus. Non. Mais... ne serait-ce pas divertissant de voir New York sortir Boston? Je sais que toi, la seule raison pourquoi moi, pour le basketball, je m'en fous pour le sport. Moi, je veux ça pour la culture. Side Talk NYC. On sait que tu es un grand fan de Side Talk NYC. J'ai tout compris. Mais non, pas juste pour ça. Genre, juste pour... Parce que, tu sais, depuis le mois de septembre, on regarde l'Est puis on me dit « Hey, skipper la saison, les 2 premières rondes des séries éliminatoires, ça va être Cleveland contre Boston en finale de l'Est. » Si on a Indiana, c'est plus tant gagné qu'on pensait, hein? Ouais, c'est vrai, Indiana, mais... comme des années 90. Oh. Qu'on me ramène Reggie Miller puis Patrick Ewing tout de suite. Mais non, mais écoute, puis... Pop, je sais pourquoi tu veux ça, c'est parce que tu veux une finale Timberwolves-Knicks parce que tu es déjà prêt à cette série-là. Oui, tu sais, Pop, il veut une finale Timberwolves-Knicks. Le narratif serait légendaire. Je connais ce gars-là comme le fond de ma poche. C'est sûr qu'il veut cette série-là. T'as pas des talents de devin, je dois l'avoir dit au moins genre 2 fois dans cette saison. Mais tu sais, écoute, si les Timberwolves sont en finale, ça me ferait... J'ai aucun problème avec ça. Là. Mais écoute, c'est cool. Je pense que Boston va gagner cette série-là. Je pense que ça va se jouer en 6 même. Je pense que les Knicks, c'était cute et tout, mais je pense que Boston est juste mieux construit. Mais man, ces Knicks-là sont bons. Mais ça aussi, c'était cute au début, et pourtant. Ouais. Puis, tu sais, on a vu ces Knicks-là avoir un petit peu de misère contre les Pistons, plus que je pensais. Puis, je pense que c'est pour ça que je me suis irrité et je me suis réajusté. D'ailleurs, Boston, juste pour qu'on soit bien clair, quand tu as une avance de 20 points, OK, habituellement, tu es supposé closer ce match-là. Pas te faire remonter chez toi 2 fois de suite quand tu as une avance de 20 points. Puis, tu sais, je pense qu'au match numéro 3, on a vu qu'on est capable d'avoir une avance puis la gérer. On a tellement été sur le cruise control dans ce 3e match-là. Je pense que Boston va s'en sortir. Je pense qu'on va aller chercher en 6. Je pense qu'on a peut-être pris les Knicks un peu à la légère en début de série, mais cette équipe-là est juste trop bonne. Boston est tellement bon. Mais moi, je suis vraiment pas contre que les Knicks gagnent. J'aime beaucoup cette équipe-là des Knicks, Karl Anthony Towns. Mais ce serait cool. Ça a juste pris une intervention divine pour que les Knicks battent les Celtics dans ce qui a été de loin leur pire performance de toute la saison. Qui ont... Combien de tirs à 3 points ils ont... Man, c'est genre... Je pense qu'ils ont shooté pour genre 15%. 45? Ils ont comme shooté pour 15% aux 3 points. Là. Ouais, ben ça, c'est les Timberwolves dans le match numéro 1 contre les Warriors aussi. Là, ça ressemblait pas mal à ça. Félix, on n'est plus avec les Timberwolves. Non, mais... Mais écoute, tu sais que tu parlais d'intervention divine. Le Pape est un gradué de Villanova, puis les Knicks sont l'entièreté des gars de Villanova, à part Dante DiVincenzo. Justement, ils n'ont pas que j'ai reconnu une game de marde juste après que le Pape... mais en tout cas, une game de merde. Il était tellement content d'arriver à tout le monde et de dire que le Pape venait de Villanova pour avoir un autre de ses très nombreux stinkers dans cette série. Dante DiVincenzo a tellement des mauvaises séries. Mais tu sais, peut-être que la bénédiction divine va rentrer ou peut-être qu'elle est réservée pour les White Sox aussi. Peut-être que les White Sox vont se mettre à gagner tous leurs matchs un après l'autre. Puis peut-être qu'il n'y aura plus rien pour les Knicks. Hein? J'en doute très fortement, les gars. Anyways, passons un petit peu saveur locale avec du basketball de la Ligue élite canadienne de basketball parce que cette semaine, ce vendredi, avait lieu la journée des médias de l'Alliance de Montréal où votre boy ici y était, les gars. Oui, j'étais l'émissaire de la triple menace pour ça et également un petit peu pour l'émission Planète Basket où vous pourrez entendre ça un peu plus tard cette semaine. Bien sûr, aucun problème à plugger l'émission de notre ami Maxime Pépaquette. Alors, j'y étais, puis là, cette fois-ci, on a eu des commentaires du directeur général et propriétaire aussi de l'équipe Joel Anthony. On a aussi eu la chance de parler au nouvel entraîneur-chef Jermaine Small, qui d'ailleurs, chapeau à ce gars-là. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu jases à des coachs qui ont une philosophie très, très, très new school au basketball. Lui, il disait vraiment, on va laisser les joueurs jouer. Il n'a pas tant dit « fuck practice » ou « we talking about practice », mais il a dit
tant pis si le camp d'entraînement il est juste 10 jours. Moi, là, je veux voir les résultats en match. Ouais. Puis, durant puis à la fin de sa conférence de presse, il a dit « Je vous remercie à toute la gang de journalistes. Vous êtes du bon monde. Personne ne m'a posé de questions sur Ahmed Hill, joueur étoile de l'Alliance qui n'a pas signé avec l'équipe finalement. C'était assez incroyable. Mais au-delà de ça, les gars, on a quand même eu la chance de parler aux deux visages de l'équipe maintenant, là, comme toujours Alain Louis et Quincy Guerrier. Quincy Guerrier, je tiens à rappeler quand même, pour ceux qui ont manqué cet épisode-là, que je l'avais rencontré lors de sa première rencontre avec les médias montréalais, là, seulement quelques jours après la signature de son contrat. Il était là déjà prêt par le journaliste, un peu plus réservé. Là, il a commencé à rencontrer les joueurs de ça. Puis, les gars, mettons que c'est bien avoir la confiance. Mais quand on dit que tes attentes sont dans le tapis, voici ce qu'il y avait à dire. Avoir une bonne saison, ça je sais. Je vais pour. C'est sûr, je vais avoir une bague, mais mon but aussi, c'est. Je vais le dire là, ça ne me dérange pas. Je vais gagner la MVP. Puis c'est ça mon but là. Comme je sais, ça va venir avec quoi les responsabilités, la pression et tout, mais je suis pas venu ici pour rien. Je vais avoir une bonne saison, ça je sais. Vous l'aurez bien entendu, un gars qui est en confiance avec cette saison de l'Alliance qui s'en vient. C'est sûr que tu as toujours besoin de gars de même pour faire shaker un peu le navire ou dans ce qui est aussi probablement le gars le plus talentueux de cette équipe. Mais certainement, les gars, de grosses déclarations venant de Quincy Guerrier. Je veux gagner les MVP, c'est ce que je veux entendre. Je veux tellement entendre ça de gars qui me dit, moi, tu sais quoi, je viens pas ici pour être un touriste, je viens pas ici parce que moi, je suis là puis je veux gagner les MVP. Je trouve que c'est dans une ligue comme ça où est-ce que tu sais, les gars arrivent un an, ils repartent. Tous les gars font des demi-saisons, vont dans la Summer League, dans la NBA ou quoi que ce soit. Qu'un gars arrive ici et dit moi je suis là, je veux un championnat, je veux un MVP, je veux let's go, donne-moi cette attitude-là, man. Donne-moi une raison de me dire ok, ce gars-là, il est vraiment investi dans ce projet-là. J'adore ça. J'aime beaucoup cette confiance-là. Là, évidemment, faut, tu sais, talk the talk, mais il faut que tu walk the walk aussi après. Là. Il faut que les bottines suivent les babines. Moi, j'aime ça. J'aime qu'ils me vendent du rêve comme ça. Let's go, Quincy. Moi, s'il me gagne un MVP, je vais être le premier à applaudir et être vraiment, vraiment content pour l'Alliance et pour lui aussi. Puis certainement que aussi un MVP, ça veut aussi dire des bonnes affaires parce que ça reste quand même une ligue de développement. Quincy, comme on avait dit lors de son première intervention, ben, tu sais, il était blessé, il y avait eu quelques problèmes, tout ça, puis, ben, écoutez, ça fait en sorte que, ben, tu sais, c'est sûr, bien joué, c'est le fun, t'as de la reconnaissance de tes entraîneurs, tout ça, mais, Christy, si tu marques 35 points, puis c'est sûr que tu vas te faire remarquer si tu gagnes un MVP puis un championnat en plus de ça. Alain Louis, qui d'ailleurs était très surpris par ces déclarations-là, les gars, c'était assez évident. Juste avant qu'on passe à Louis Pop, tu voulais rajouter? Oh, mais ça serait genre juste un peu hilarant que genre Quincy Guerrier a tellement, genre il a une trop grosse saison, il s'en va en J-League genre après 10 matchs puis il gagne pas l'MVP. Dans la Ligue canadienne de basketball, c'est un scénario qui se peut. Tellement mais bon. Il fait tellement des grosses des fiches de stats. Ouais. Finalement, il y a un clip qui disait « c'est quoi, on va te signer genre comme joueur two-way, genre sur un 10-day contract, puis après ça, il crack l'alignement de la G-League, puis l'Alliance, merci, bonsoir. » Ben, honnêtement, il est engagé pour ça. Après ça, c'est sûr, ça dépend à quel point il va se faire remarquer par les équipes de la NBA. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il va être il va jouer pendant la Ligue d'été durant la saison de l'Alliance. Mais ce qu'on s'était dit quand même, le gars, c'est que c'était quelque chose qui valait la peine. À ça, Alain Louis était très surpris. Puis Alain Louis, man, j'adore ce gars-là. Quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche pour tous les commentaires, tellement expressif. Puis comme, man, je ne sais pas s'il a vu le talent dans cette ligue-là, mais il y a quand même des bons joueurs qui passent par ici. Anyways, donc on a quand même parlé à Alain Louis qui va être à sa 5e saison dans la Ligue d'élite canadienne de basketball, sa 4e avec l'Alliance. Toujours des bons commentaires à dire. Puis les gars, on lui a quand même posé la question sur ses attentes par rapport à la saison. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il s'attendait de ses coéquipiers, de ses performances personnelles? Toutes des petites affaires de même. Mais moi, j'ai posé la question. Je dis, Alain, quand là, tu sais,
bien sûr, c'est toi le visage de la franchise. C'est le fun. Joel Anthony et compagnie veulent bâtir autour de toi. Mais là, l'affaire avec Quincy Guerrier, c'est qu'on ne savait pas trop exactement qu'est-ce qui arrivait. Est-ce que toi, tu as été dans l'ombre? Est-ce que, au contraire, tu savais un petit peu que ça s'en venait? Voici sa réponse. Absolutely not. Je savais since day one. Non, mais, tu sais, Quincy, c'est comme mon frère, parce qu'on a grandi ensemble presque. Mais depuis qu'il y a eu le vent que peut-être il vient et tout, grab my phone, yo cute, let's do it. Absolutely. Let's do it, c'est ce qu'il a dit. Puis, man, c'est tellement le fun quand tu as des petits projets de même. Puis tu te dis, man, il y a tellement de Québécois dans cette ligue-là, des Tyrese Samuel, des Karim Mané, qui sont comme, man, tu pourrais juste venir jouer avec l'Alliance. Serait-tu pas le fun d'avoir toute cette équipe composée de Québécois-là? Mais certainement, Alain Louis, comme je dis, les gars, pas un gars qui a sa langue dans sa poche. Ouais, quand t'es pas PR Train 101, ça paraît, puis moi, je suis 100% derrière ça. Carrément. Carrément. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Puis, tu sais, le gars a l'air content d'être ici, puis tout. Fait que ça, c'est le fun aussi, là. Un gars qui veut être ici, qui aime ça être ici, qui revient année après année. Fait que, c'est pas pour rien que c'est le visage de la franchise. Puis, tu sais, c'est cool, j'aime ça. Puis, tu sais, le gars a une attitude le fun. Tu sais, je pense qu'on le voit, c'est clair. On l'entend parler, puis tu te dis, ouais, ce gars-là est clairement le fun, là. Fait que, non, c'est le fun. Puis, tant mieux si l'Alliance peut compter sur un gars de même comme leader, comme visage de son équipe. Finalement, ce qu'on va souhaiter pour cette équipe-là, c'est qu'on soit capable d'enligner un peu plus de victoires. Ça reste le gros défi de pouvoir jouer une saison victorieuse. Cette fois-ci, la marge, sans dire que la marge d'erreur est un peu plus grosse, on a plus de games cette fois-ci pour essayer de pallier ça. Là. Cette saison, la Ligue canadienne qui va avoir 24 matchs. D'ailleurs, juste cette petite parenthèse, Tristan Jass, l'influenceur T-Jazz, qui fait des vidéos de trick shot de basketball. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Ouais, qui a signé. Ouais, qui a piqué genre 20 points à son premier match avec Vancouver. Finalement, YouTube, il y a du vrai hooping skills là-dedans. Hein? Puis il fait probablement plus avec YouTube qu'avec son salaire de la Ligue, mais bon, ça c'est un autre. Mais ça, c'est une autre affaire. Un jour, on va être là. On va être rendu là, la triple menace. On va être rendu là. La triple menace de Transla. Incroyable. Donc, non, c'est ça. Pour terminer sur l'Alliance, vraiment, le mot dès le jour 1, c'était no bullshit pour Alain Louis et compagnie. Puis, surtout que tout le monde soit là depuis le jour 1. Je tiens à ramener à il y a 365 jours, alors qu'on se préparait pour la saison. L'entraîneur-chef en soi n'était pas cédulé pour être de retour avec l'équipe jusqu'au 5e match de la saison. Dans une saison de 20 matchs, encore une fois, les gars, on revient à nos maths 416. C'est le quart de la saison que tu n'as pas avec ton entraîneur-chef. Puis là, le gros message, c'est que tout le monde va être là jour 1. On va travailler ensemble. Oui, il va y avoir du mouvement de personnel. Tu vas avoir un tel peut-être qui va aller en G-League, mais en Summer League. Mais au lieu de ça, tu sais, on va avoir tout le monde dès le jour 1. On va être là. On va suivre le plan à la lettre. Puis voilà. Comme le plan à la lettre à la triple menace, c'est d'être un podcast de maths. Ah, exactement, c'est nous autres, ça. Anyways, mesdames et messieurs, on approche de la fin de l'émission. Vous savez donc quelle heure? Ben oui, si c'est pas le perron d'église, mesdames et messieurs, comme à chaque semaine, on vous envoie l'invitation sur les réseaux sociaux. Hey, venez donc jaser avec nous autres. Envoyez-nous une petite question. On va jaser ensemble. Et cette semaine, les gars, nous recevons une question de nul autre que le frère de Pop, Jean-Simon Poulain, qui nous dit, rendu à ce point-là, est-ce qu'on peut considérer Stuart Skinner, gardien des Oilers d'Edmonton, comme un joueur des Golden Knights tellement qu'il n'aide pas la cause des Oilers? Ça, c'est hard. C'est tough. Porte la chandail de l'autre équipe. C'est méchant. Je ne l'ai pas élevé le même, cette affaire-là. Oui. Ah, parce qu'il est plus jeune? C'est méchant. Oui, non, c'est moi l'aîné chez nous, là. Ah, bien sûr, t'es oui, en étant quelqu'un qui vit depuis 420 ans, il y a des bonnes chances que je sois l'aîné de toute façon. Absolument. Mais non, mais pour revenir à ce que JS dit,
sais, tu commences les séries puis tu te dis shit, on est dans la merde, Calvin Packard est blessé. Ça dit quoi sur ton équipe? Ça dit quoi sur ton groupe de garde? Tu sais, mettons, là, quand tu joues à un jeu comme NBA 2K ou tu sais, même justement Ultimate Team, tu achètes tous tes attaquants ou sur Ultimate Team, tu fais juste maxer une statistique en premier sur ton joueur. Puis là, damn, j'ai oublié comme la défensive. Oh, sur Ultimate Team, fuck, j'ai oublié mon gardien. C'est vraiment ça, là. Tu te retrouves avec la première scrap que tu peux trouver sur le bord du chemin qui coûte pas beaucoup de coins, là. Tu prends un vieux NHL, là, tu prends un goaler bronze, tu le stack de cartes d'entraînement puis de boost pour une game, là, puis t'espères que ça tienne, même si ça tient pas finalement. Là, puis t'espères, genre, c'est un goaler qui c'est déjà à chaque année. Puis qui est vraiment, genre, il prend toute la net. Ou t'espères avoir du Ice Steel juste avant. Je n'ai pas le choix d'aller là-dessus. Là. Ou sinon, tu faisais du Ice Steel. D'ailleurs, ce qui était la stratégie dans le temps, c'était d'avoir une 4e ligne composée de John Scott, Colton Orr et George Parros. C'était la meilleure chose que tu peux faire pour te retrouver avec des match-ups favorables. Ça, puis tu combines ça avec le fait que tu faisais le glitch pour pouvoir jouer une game sans contrat sur tes joueurs, qui était une composition de décrissage de boutons. Mais anyways, je m'emporte. Continuons sur Skinner, les gars. Mais tu sais, en même temps, c'est comme je disais un petit peu plus tantôt, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Stuart Skinner sur le but gagnant? Mais par contre, tu dis à travers tout ça, tu gagnes 2-0 dans la série, tu te ramasses à la maison et tu mènes 2-0 sur les Golden Knights de Vegas. Dude, tu peux pas échapper ça. Tu peux pas échapper ça. Puis je pense que c'est mon époque qui avait mis sur Twitter, genre après la première période, que genre après 20 minutes, Stuart Skinner avait genre moins 1.6 goal save above expected. Là. Juste pour dire à quel point c'était incroyable devant le filet. Puis je me dis, ce gardien-là, s'il faut mourir et passer à travers lui, ben ça sera ça. Mais de mon côté, j'aime pas ça dire que c'est totalement de la faute à Stuart Skinner. Man, Donald Nurse qui semblait genre redevenir un joueur somewhat pas loin d'un gars de 9,25 millions est redevenu le bon vieux Donald Nurse qu'on a retrouvé par le passé. Puis encore une fois, je le dis encore, il y avait 3 gars qui faisaient un back-check contre William Karlsson qui était tout seul. Quand tu finis une période là-dessus, tu ne peux pas sortir. À la limite, genre, tu vas mourir dans le coin puis tu mets ton patin dessus puis t'espères que ça ne bougera pas. Il n'y a aucune excuse que ce soit le seul gars des Golden Knights qui sort avec la rondelle sur cette séquence-là. Non, définitivement. Félix, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis pas mal d'accord avec Pop là-dessus. Tu sais, un gars peut pas sortir avec ça. Là. Ouais, ça mais tu sais, quand Pop, tu dis les gars peuvent pas sortir avec ça. Là. Tu regardes David Savard qui a fait à Montréal, là, il était tellement bon pour juste. En fin de match, là, David Savard va aller se coucher sur la puck, il va se mettre un genou sur la puck. C'est tout le temps ça. Man. C'est la spéciale David Savard. Est-ce qu'on peut créer une nouvelle statistique pour slashing dans les pads reçus, genre dans les 10 dernières secondes par 60 minutes? On n'a pas besoin de chercher trop loin pour comprendre pourquoi David Savard a repris sa retraite finalement. Fais checker toutes les fun games que le Canadien gagnait ou toutes les shots que ce gars-là s'est pris d'un patin, d'un pad d'appui qui est arrivé à Montréal. Oh, je voudrais quand même rappeler que David Savard, sur la même séquence, a perdu une lampe de patin, s'est brisé une main et a bloqué 3 shots sur la même séquence. C'est le même shit. Quel esti de guerrier, man. Quel esti de guerrier. C'est incroyable. Vous voyez, anyways, j'ai tellement saisi Félix avec mon explication d'NHL que quand j'ai demandé de faire un follow-up sur tes commentaires, Pop, qu'il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à dire, le pauvre. Tu vois, il est tellement saisi que... Man, ouais, plus saisi que moi quand j'ai vu le score des Rockies cette semaine. Ouf! Oh là là! Oh là là! Non, mais tu sais... Hey, d'ailleurs, Pop, ça me fait rire, là, parce que, tu sais, on parle de ceux-là, mais hey, c'est quoi? C'est déjà genre 3 matchs cette saison que
une équipe marque un minimum de 20 points, genre? Il faudrait que je regarde. Je sais pas, j'ai pas fait la recherche là-dessus, mais ça arrête de ça, je l'ai. Les Yankees, les Reds puis les Padres. C'est déjà 3 équipes cette saison. T'sais, on en a eu 3 l'année passée, tu sais. Mais là, t'en as 3 en dedans du premier mois et demi. Puis, shout-out aux Padres de San Diego qui, dans le même voyage, sur la même série de voyages, a fait en sorte qu'ils ont fait congédier 2 coachs sur cette série-là. T'as Bud Black au Colorado, puis t'as aussi... j'ai un blanc. J'ai un blanc sur l'autre. Il me semble que c'est Pittsburgh, je pense. Quelque chose de même, c'est Pittsburgh, puis tout ça. Mais tu sais, sur le même voyage, t'as deux entraîneurs qui se font congédier. Puis tu te dis en même temps... Mais c'est parce que les Rockies du Colorado, là, ils sont pas juste... Tu sais, il y a des équipes l'année passée, comme les White Sox, sont juste cheap puis incompétents intentionnellement. Les Rockies sont juste incompétents accidentellement. C'est ça l'affaire. Ils sont pas cheap puis ils sont somewhat compétents. En tout cas, au moins, ils essayent. C'est ça l'affaire. Ils ont donné les sites de contrat à Chris Bryant. Chris Bryant fait genre 30 millions par année, même. Je veux dire, ils sont pas cheap, là. C'est qu'ils sont juste mauvais. Il a signé Chris Bryant à ce contrat-là en 2025, par contre. Écoute, c'était risqué. C'était risqué, je te le donne. Mais puis aussi, une affaire qui est cool avec les Rockies. Le propriétaire de l'équipe a une adresse courriel, OK, que les fans peuvent y écrire et il répond au courriel des fans, ce gars-là. Et à un moment donné, il y a un fan pendant la dernière saison morte qui crie. Il dit, en fait, c'est arrivé à 2 reprises. En fait, j'ai 2 cas en tête, là. Le premier, c'est le cas de Shohei Ohtani, il y a 2 ans de ça, qui dit, hey, il y a un gars qui crie, hey, Shohei Ohtani est pas mauvais, on pourrait essayer de le signer, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et le propriétaire qui fait juste répondre, je pense que Shohei préfère jouer sur la côte ouest, mais merci, c'était une bonne idée. Et là, l'hiver passé... C'est pas si loin de la côte ouest. Ouais, puis... Ou peut-être qu'il y avait des gens qui n'allaient pas le considérer. Bref, l'année d'après, l'hiver passé, quelqu'un qui écrit, hey, on pourrait peut-être essayer de signer Juan Soto. Peut-être que ça nous aiderait à avoir Juan Soto et tout. Il répond aux fans, il dit, on pense pas qu'on va être capable de signer Juan Soto. On pense qu'il va être un peu trop cher pour nous. Puis à chaque fois, c'est je pense qu'il signe Dick Monfort, puis c'est Send from my iPad en dessous, puis tu dis, man, ce gars-là... Non, pas le Send from my iPad. Tu dis, man, c'est incroyable, ce gars-là est propriétaire d'une équipe de baseball, puis il y a des gens qui envoient les courriels pour dire, hey, peut-être qu'on pourrait signer comme le gros joueur autonome que tout le monde a envie de signer, puis comme, tu sais, il prend le temps de répondre, là, pour dire, je penserais pas, puis... Faites juste imaginer Kent Hughes faisait ça. C'est malade. Dimanche matin, il répond genre, ouais, c'est quoi un nom de même? Kirill Kaprizov, ça serait nice qu'on ait signé. Mitch Marner. Ou Mitch Marner, à la limite. Puis t'as juste Kent Hughes qui, de son iPad, un dimanche matin, en regardant probablement sa presse plus, probablement. Il dit, ouais, non, c'est trop cher. Puis man, ce que j'aime aussi... Kirill Kaprizov veut jouer sa côte ouest. Man, le propriétaire des Rockies a aussi donné une des conférences. Je sais pas pourquoi on a autant dévié ces Rockies, mais je vais amener un dernier point sur les Rockies. Ce gars-là, il y a quelques années de ça, avait donné une des conférences de presse les plus mémorables que j'ai vues de toute ma vie. Okay? C'est la fois où Nolan Arenado avait été échangé aux Cardinals et que les Rockies avaient envoyé 50 millions de cash en plus de ça. Et Dick Monfort a sorti une des quotes. Sérieusement, je pense que ce jour, c'est une des meilleures quotes que j'ai entendues de toute ma vie dans le propriétaire. Il a regardé les médias droit dans les yeux, OK? Et il leur a dit, si je pouvais me congédier, je le ferais. Puis là, tu te dis, quoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu te congédierais toi-même? Parce que tu as l'autorité, tu peux dire, je vais me sortir les décisions, mais il dit non, si je pouvais le faire, je me congédierais. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, man? Je sais toujours pas pourquoi il y a de cette phrase-là. Puis cette conférence de presse-là était tellement chaotique dans le sens où il voulait pas dire qu'Arenado avait demandé un échange. Fait qu'il dit genre, oh, on aime beaucoup Nolan Arenado. Puis il demande, ouais, mais pourquoi t'as envoyé 50 millions
Ouais, bonne question, pourquoi on a fait ça, puis tout. Puis il y avait comme son DG à côté qui devait se dire fuck, man, c'est sûr, je perds ma job. C'était vraiment. Ça, si vous pouvez retrouver cette conférence de presse-là, là, c'était vraiment, vraiment incroyable d'entendre le proprio dire si je pouvais me congédier, je le ferais. Tout! Ah, man, les Rockies, c'est la dysfonction. On a longtemps ri d'Angels. Puis oui, le raisin de la semaine va aux Ducks, mais co-raisin de la semaine avec les Rockies du Colorado, man. C'est incroyable, cette équipe-là. Incroyable. Cette fin d'émission qui dévie beaucoup trop sur les Rockies, mais qui en a valu chaque seconde. Shout out Stuart Skinner. Oui, c'est vrai, ça partit de Stuart Skinner. Ça partit de Stuart. Non, mais après ça, mon Dieu, on s'en allait vers la fin de l'émission. Bon, à quoi bon parler de baseball, c'est pas rester sur le sujet avec notre joueur de la semaine qui, vous voyez, a passé une petite saison avec les Brewers de Milwaukee, qui après ça est allé jouer avec les Padres de San Diego de 2020 à 2023. Et vous savez quoi, depuis l'année passée, il porte couleur des Yankees de New York. Félix Forget, de qui parle-t-on qui n'est pas nommé Juan Soto? En fait, c'est un joueur qui a été impliqué dans la transaction Juan Soto qui l'avait amené à New York. Et d'ailleurs, la transaction Juan Soto, on pourrait la renommer à son nom maintenant parce que tu regardes son début de saison, tu te dis, OK, c'était lui le gros morceau de la transaction depuis le début. Sa petite année avec les Brewers, c'est d'ailleurs une année où est-ce qu'il y avait un jeu mémorable en série, où est-ce qu'il avait fait une erreur dans le champ droit qui était tellement épouvantable que ça a permis aux Nationals de battre les Brewers dans le match éliminatoire et aux Nationals de gagner la Série mondiale. On parle ici de Trent Grisham, qui est devenu un excellent joueur de champ-centre avec les Padres pendant quelques années et maintenant avec les Yankees. Un moustachu qui frappe sans gants de frappeur. Tout mon respect va à ce gars-là. J'adore le swag du gars. Et d'ailleurs, tu sais, ceux qui regardent Trent Grisham, qui ne le comprennent pas trop, moi, j'ai eu la meilleure illustration pour m'aider à mieux comprendre qui était Trent Grisham. Tu sais, bien comprendre c'est quoi ce bébête-là qui joue au champ-centre pour les Yankees. Si vous ne comprenez pas Trent Grisham, mettez-vous dans la tête que ce gars-là devrait sortir de 1972. Ce gars-là vient tout droit de 1972. Tout a beaucoup plus de sens. Sa position, la façon dont il frappe, pas de gants de frappeur, la moustache, puis tout. Ce gars-là là, est tout droit sorti de 1972. Les Yankees l'ont amené aujourd'hui et ça donne ça. C'est vraiment, vraiment incroyable. Extrêmement nonchalant au champ extérieur. Des fois, beaucoup trop nonchalant d'ailleurs, mais... Un sacré personnage qui connaît une très très grosse saison pour les Yankees en ce moment et qui, sans dire qu'il fait oublier Juan Soto, au moins en ce moment il est le deuxième meilleur frappeur de cette équipe-là derrière Aaron Judge et c'est complètement inattendu pour les Yankees. C'est une des belles histoires de cette saison-là dans la MLB. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette note qu'on met fin à cet épisode de la Triple Menace pour cette semaine, cette édition du 11 mai 2025. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et également nous joindre sur Facebook via le groupe des super fans des Tigers de Guangdong où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission, tel qu'avec le Perron d'Église qui parfois, ça donne qu'on dévie pour une discussion sur les Rockies du Colorado ou toute autre chose dans le genre. Écoutez, sinon, page TikTok, page Instagram où on publie des petits clips, gracieuseté de Jérémy sur le montage. Et puis là, d'ailleurs, un certain quelqu'un qui s'est joint à l'équipe cette semaine, William, on te salue. Bienvenue dans l'équipe officiellement. Et bien sûr, aussi sur YouTube avec l'émission en son intégralité, ainsi que les petits moments qu'on donne à gauche et à droite. Anyways, j'ai terminé les gars de Yappé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Et ciao, ciao!